À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin, nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement. Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'Engie, Challenge et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques, car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges? L'écrivain et reporter Eric Orsena s'installe avec des acteurs du changement pour 12 conversations, 12 dialogues en liberté pour éclairer le futur. Aujourd'hui, Élodie Lecadre. Élodie Lecadre, votre parcours est très intéressant parce que vous étiez parti sur une piste et puis vous avez changé de piste. Et on peut se demander pourquoi, est-ce qu'il y a un lien et comment vous expliquez ça? Vous étiez ingénieur agronome et vous vous êtes retrouvé à l'Institut français du pétrole. Alors de l'agronomie au pétrole, on se dit mais qu'est-ce qui est arrivé à Élodie? Elle a changé, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours été animée par deux passions. Le vivant et l'énergie. J'ai souhaité d'abord naturellement commencer par comprendre le vivant à travers une formation d'ingénieur agronome. Pour moi, j'ai toujours voulu travailler dans des solutions qui visaient à ne pas polluer ou à diminuer la pollution. Et donc, j'ai commencé à travailler sur la transformation de la biomasse en énergie, donc à travers les biocarburants. Et donc, cette expérience m'a ouvert le champ passionnant de l'énergie qui drive notre économie. Et donc, l'économie a permis de faire le pont entre donc ma formation initiale d'agronomie et l'Institut français du pétrole, où finalement, j'ai recommencé de zéro en commençant par un master, puis une thèse sur une technologie un peu plus innovante que les biocarburants de première génération, qui consiste à convertir la biomasse pour faire de carburant pour l'aviation. Et j'ai finalement rejoint Engie pour travailler sur le secteur du gaz et l'électricité. Alors, la transition énergétique intègre différents systèmes. Au lieu des silos traditionnels, vous êtes plus compétente que moi en pétrole, mais le pétrole, c'était simple. Le gaz, c'était simple. Le charbon, c'était simple. C'est simple, efficace, très bien. Maintenant, c'est pas comme ça que ça marche. La transition, ça veut dire qu'il y a du lien partout. Comme dans la vie, il y a du lien partout. Donc, alors, on va prendre un personnage principal qui est le sol. Donc, parce que, évidemment, les fossiles venaient du sol. Et les renouvelables, plus exactement. Exactement, des sols, du sol et du sous-sol, et que les renouvelables vont aussi venir du sol, où on va les emprisonner dans le sol. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça, ces contraintes du sol? Le sol, le grand dédaigné, mais maintenant va redevenir le personnage principal. Les énergies fossiles étaient déjà présentes quand on a voulu les exploiter. Donc, on avait juste à les extraire et à les conduire à travers des réseaux au point final d'utilisation. Là, aujourd'hui, il faut qu'on les substitue. Et donc, sur la base de comment elles sont formées, comment sont constituées ces molécules, il faut qu'on arrive à les reproduire. Pour les reproduire, on a besoin maintenant d'imaginer de nouveaux systèmes. Et ces systèmes vont avoir besoin de place ou vont avoir besoin de la terre pour produire la matière qui servira à faire ce substitut. Donc, dans les deux cas, le sol est clé. Et donc, le sol, il est, on le voit bien, étant donné l'urbanisation, notamment, le sol est une matière qui est une matière en conflit, parce qu'il y a la concurrence entre les différents usages du sol. On Exactement. le voit bien. C'est ce que j'appréhende à travers les énergies renouvelables, qui nécessitent effectivement une acceptation d'une installation. On a de la place. On peut l'envisager aussi sur les océans ou dans les déserts. Là où on a aussi beaucoup d'énergie solaire et beaucoup de vent. Donc ça peut être intéressant. Pour la production de biomasse, en revanche, il faut la faire sur Terre. Et si on veut aussi enlever du CO2 de l'atmosphère, on aura aussi besoin donc des forêts qui présentent un gros potentiel d'élimination du CO2. Et donc là aussi, de nouveau, on fera appel au sol. Et donc la compétition pour réaliser nos différents usages va s'accentuer, à mon sens. Alors, la deuxième question sur le sol, c'est que par rapport aux anciens modes de production d'énergie, qui étaient des modes de production dans des centrales extrêmement imposantes, réparties dans des endroits fixes sur le territoire, maintenant c'est décentralisé. On a tous vu des méthaniseurs un peu partout, à côté des fermes et tout ça, donc ça bouleverse complètement notre relation avec le territoire.
Donc à la fois, le sol est absolument nécessaire, ce qu'on vient de dire, mais le sol est évidemment nécessaire un peu partout. C'est-à-dire, il n'y a pas des endroits réservés à l'énergie. D'une certaine manière, c'est l'ensemble du sol qui serait producteur d'énergie. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, on va avoir une intégration de systèmes dans les systèmes. C'est comme ça qu'on se représente la transition énergétique. Et que c'est en ça que mes études et mon background d'agronome m'aident, parce qu'une bonne vision systémique nous permet aussi de bien comprendre comment on doit opérer une bonne transition énergétique, pour bien comprendre les interactions qu'il y aura entre les différents acteurs qui visent le même input en économie, qui est le sol. Alors il y a un deuxième point après le foncier, c'est-à-dire la bataille pour le sol et la remise du sol dans sa priorité. La deuxième question, c'est les matériaux. Tout à fait. Donc là, on passe au sous-sol. On avait des énergies, on a toujours d'ailleurs des énergies fossiles qui viennent du sous-sol. On venait chercher, donc là, le carburant. Là, maintenant, on va venir chercher, ce qu'on fait aussi déjà, mais on va accentuer la recherche de métaux. Parce que les énergies renouvelables, elles ont une particularité, c'est que on a besoin de ces métaux pour notamment la conductivité, par exemple. Et donc, on va aller chercher ces métaux dans des mines concentrées à certains endroits de la planète. Et ça va créer quelques tensions parce que la demande n'est pas forcément toujours au même endroit que l'offre. On va vers aussi une tension sur l'usage des matériaux. L'ordre de grandeur que vous donnez, qui est tout à fait impressionnant, c'est on va multiplier par 6 la production des panneaux photovoltaïques à l'horizon 2050. Donc ça veut dire que, évidemment, il y a un besoin de tous les métaux nécessaires pour produire ces panneaux qui est absolument gigantesque. Alors, quels sont les métaux critiques qui sont à l'œuvre dans ces panneaux ? Alors, effectivement, en 2022, on a atteint le 1 terawatt d'installation de panneaux photovoltaïques. Et pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, on a un rythme frénétique d'installation nécessaire pour atteindre cette neutralité. Ça nécessite du coup beaucoup de matériaux. Pour arriver à qualifier un matériau de critique, ça repose sur une certaine forme d'analyse qui est géopolitique et aussi quantitative, c'est-à-dire la quantité qui est disponible. Les principaux sont le silicium, le borate et le germanium. Mais ça, c'est au sens de l'analyse européenne de la criticité. Et donc, certains pensent qu'il y en a d'autres au regard de la disponibilité dans le temps. Alors, comment est-ce qu'on fait avec ces matériaux critiques, c'est-à-dire ce besoin gigantesque? Comment est-ce qu'on fait? Effectivement, il ne faut pas être trop pessimiste non plus, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et c'est aussi pour ça que moi, j'aime beaucoup la recherche et l'innovation et que je baigne dedans depuis plusieurs années, parce que par exemple, si on reprend l'exemple de la santé, quand on a un besoin d'un vaccin pour se protéger du Covid, on est capable d'accélérer la recherche pour trouver un vaccin propre en temps voulu. Dans l'énergie, il y a aussi cette vertu. Et il existe différentes solutions pour faire face à ce grand besoin international de matériaux, comme par exemple réduire la quantité, puisqu'en fait aujourd'hui, on se rend compte qu'on fait du gaspillage même au quotidien sur plein de choses. Par exemple, sur l'alimentation, dans notre frigo, on peut revoir notre alimentation. C'est la même chose. On doit se dire, on peut produire la même quantité avec moins. Donc ça, c'est réduire la quantité de matériaux. Ça, c'est clé. Donc on améliore le design. Par exemple, et on réussit. On le réussit pour l'argent. L'argent qui n'est pas la monnaie, mais qui est le métal qui permet d'accélérer la conductivité, on peut diminuer... Et on l'a déjà fait. On l'a observé depuis 80% de réduction de la consommation de l'argent depuis 2008. Donc c'est significatif. On peut aussi substituer des matériaux. Et là, la substitution, ça veut dire de passer d'un matériau à un autre. Par exemple, la nature, là, si on revient à la nature, offre des exemples vraiment intéressants parce qu'en fait, certaines molécules du vivant ont cette propriété de conductivité et donc on peut substituer des matériaux donc métalliques par des matériaux naturels. Le troisième point, c'est le recyclage. On en parle beaucoup. Il faut aller plus vite. Le recyclage, c'est quand même un élément clé. Une quantité des matériaux qu'on recherche sont déjà autour de nous. Et le dernier est effectivement de réfléchir à la relocalisation de la production de ces métaux, puisque la géopolitique est quand même un élément clé de la concurrence sur les matériaux. Si on résume, on réduit, on substitue, on recycle et on relocalise. Exactement. Donc le possible est là. On pense que oui, le possible est là et l'innovation et la recherche sont, à mon avis, à mon sens, les meilleurs alliés face à cette problématique. Alors, il y a une autre grande ligne comme ça de recherche qui tient un peu de l'apprenti sorcier quand même. Alors on appelle ça le géo-engineering, c'est-à-dire qu'on refait la création.
Géo-engineering, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que moi, en tant qu'auteur, je veux faire le tome 2 de la Bible, qui est le premier best-seller jamais fait. Et donc, en 7 nouveaux jours, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Donc, Géo-engineering, c'est une famille. Une famille de solutions qui vise à, on va dire, limiter les impacts du changement climatique liés à la quantité de gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Il y a un consensus qui est critiqué, mais il y a quand même un consensus dans la littérature qui montre que la géo-engineering comprend 2 familles, celle qui vise à gérer la radiation lumineuse qui arrive sur Terre, qui, elle, réchauffe la planète suffisamment pour qu'on puisse vivre, mais qui, à cause du CO2 qui est trop présent dans l'atmosphère, chauffe trop notre boutique, donc pose problème. Donc certains apprentis sorciers, comme vous dites, réfléchissent à des solutions comme des miroirs qui renverraient dans l'espace ces rayons lumineux, ou des gens qui voudraient créer artificiellement des nuages pour diminuer la chaleur que génèrent ces rayonnements lumineux. Effectivement, là, moi, je suis aussi, pour l'instant, dubitative parce qu'on n'a pas assez de résultats et de données pour pouvoir qualifier de l'innocuité de ces solutions. Le géo-engineering comprend une autre branche qui s'appelle... Parce que là, on est d'accord, là, c'est quand même assez fou, quand même. Parce qu'il y a des gens, j'ai lu, par exemple, qui me semblent plus modestes, qui disent on va repeindre en blanc tous les toits. On renvoie la lumière, mécanisme de l'albédo, mettre un grand miroir pour refléter et on renvoie au soleil ce qu'il nous envoie. Merci le soleil étant trop, donc on va se calmer. Ou de mettre des énormes lunettes de soleil pour se protéger des rayonnements ou créer des nuages. C'est un peu... voilà, on ne sait pas ce que ça va donner comme contre-effet quand même. Tout à fait, mais c'est pourtant un sujet qui émerge et sur lequel il y a une attention qui est portée parce que face à la difficulté que nous avons à réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre, certains pensent que pour limiter le réchauffement climatique à un certain nombre de degrés, il faut réfléchir au plan B, quoi. Et ce plan B, il comporte des solutions qui font peur. Mais il faut voir les choses en face. Je pense que oui, ces solutions pourraient contribuer à diminuer le réchauffement climatique, mais est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est la question qu'il faut se poser. C'est marrant parce qu'on n'a pas peur de ce qui est certain, oui, mais on a peur d'une réponse à l'incertain. Donc ça, on connaît, l'espèce humaine, on la connaît. Donc ça, c'est la première famille. Ouais, première famille. Puis il y a une autre famille. Il y a une autre famille. En fait, ce qu'on appelle les Negative Emission Technologies, les technologies d'élimination du CO2. Et donc ça, en fait, on s'imagine une baignoire, il y a trop d'eau dans la baignoire. Aujourd'hui, les océans et les forêts, la nature, le sol aussi, a la capacité de venir absorber ce gaz à un certain rythme. Et en fait, on va chercher à accélérer l'évacuation du surplus de gaz à effet de serre de la baignoire. Et donc là, ça comprend différentes solutions, des solutions qui sont basées sur la nature, ce qu'on appelle les Natural-Based Solutions. Alors, par exemple? Comme la forêt. Mais la forêt veut dire reforestation, donc reforester ou afforestation. C'est-à-dire qu'il y a des terrains qui n'étaient pas des terrains destinés à la forêt qu'on replante en forêt et d'autres qui ont été coupés ou brûlés et qu'on replante pour reconstituer un système forestier. C'est quand même contraire à toute la tendance qui fait qu'on déforeste parce qu'on en a besoin soit pour les panneaux solaires, soit pour augmenter la capacité de production. Ou pour les biocarburants. Et pour les biocarburants. Qui ont généré des changements d'allocation des sols. Donc on revient à la grande question de la bataille pour le foncier. Exactement. La question du foncier, elle va devenir évidente aussi parce que la population mondiale augmente et que les besoins augmente. Enfin, ça, c'est une évidence, mais qui rappelle qu'avec des ressources finies, on va avoir effectivement des fortes compétitions. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu aussi de l'autre solution? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de biochar? Parce que j'ai appris, moi, que le charbon, c'est l'ennemi. Et voilà-t-il pas que le charbon, il peut être gentil? Alors, donnez-moi cette bonne nouvelle. Alors, en fait, notre corps est composé, le vivant est composé de bactéries qui ont la capacité de dégrader la matière organique. Qu'on appelle la digestion. La digestion, voilà. Nous sommes des grands estomacs. Des grands estomacs. Donc, il y a la digestion aérobie ou anaérobie avec ou sans oxygène. Et donc là, en fait, l'idée, c'est que si une biomasse est produite, chouette, elle absorbe du CO2 de l'atmosphère grâce à la photosynthèse. La photosynthèse, c'est ça que je trouve magique, c'est qu'on essaie aussi de la reproduire pour pouvoir capter du CO2. Si on laisse la biomasse se dégrader, elle réémet naturellement, c'est le cycle du carbone, elle réémet son CO2 dans l'air, sur l'état gazeux. Et après, une autre plante va le réabsorber. Sauf que nous, on ne veut pas que ça retourne dans l'atmosphère, puisque notre question est de vider cette baignoire. En tout cas, cette baignoire qui est trop pleine, arriver à la vider significativement. Donc, on va chercher des systèmes, des technologies qui vont stabiliser ce CO2
qui vont éviter qu'il reste, qui retourne à l'état gazeux. Et donc, la pyrolyse, c'est une solution, une technologie donc, de température qui vise, on chauffe à environ 200 degrés, mais on va éviter la combustion, on va éviter de brûler. Donc, on va arriver à une matière qui s'appelle le biochar, donc, parce que ça ressemble en fait à un charbon de bois, qui étendu sur les sols, a des propriétés agronomiques et qui laisse le carbone à l'état minéral. Donc, en conclusion, une fois que la plante a absorbé ce CO2, soit il est stocké dans l'arbre, dans le bois, et après, on fait des planches avec le bois, ou on fait en sorte qu'il ne soit pas brûlé, parce que sinon le CO2 repart encore à l'état gazeux, soit on le remet au sol à travers une solution qui s'appelle le biochar. Alors ça, c'est excellent, parce qu'on a bien compris que quand il est gazeux, ça peut être dangereux. Quand il est solide, c'est bon. C'est ça. On vide notre compte épargne carbone dans l'air. Alors, en gros, on a trop de carbone à l'état gazeux, donc on va essayer de le laisser à l'état solide. Parce que le carbone, c'est la vie, on le sait. Exactement. Alors, soit il va dans l'arbre, oui. On le laisse dans l'arbre, soit on s'arrange pour qu'on le répande sur le sol. Maintenant, il y a l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, c'est partout, et l'hydrogène, on entend dire que l'hydrogène, c'est la solution. Alors, est-ce que c'est vraiment la solution? Et si c'est la solution, quelle piste emprunte cette solution? Alors, ce qu'il faut comprendre, pourquoi l'hydrogène est considéré dans le panel des solutions, c'est qu'il n'y a que 2 H et donc pas de carbone, donc il n'y a pas le C, qui est celui qu'on cherche à séquestrer quelque part. Donc effectivement, l'hydrogène paraît être un vecteur énergétique très prometteur pour notre combat dans la transition énergétique et la neutralité carbone. C'est très très rare les éléments dans la nature où il n'y a pas de C. Oui, parce qu'en fait, on aime bien se recombiner avec du carbone pour la stabilité de la molécule. Parce que le carbone est volontiers échangiste. Exactement, il aime bien se combiner. Il transporte aussi ainsi plus d'énergie. Donc, l'hydrogène. Donc, on a mis les projecteurs sur 2 technologies qui sont d'autres moyens de produire de l'hydrogène. Si on parle de l'hydrogène bas carbone, parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène est basé sur une technologie principale qui est le réformage du gaz naturel. Donc, le gaz naturel, c'est 1 carbone et 4 hydrogènes. On enlève le carbone du CH4 et on récupère 4 hydrogènes. Donc, ça, c'est chouette, mais ça pollue parce que le CO2 repart dans l'atmosphère. Et donc, par exemple, l'hydrogène turquoise, elle continue à utiliser le même input, donc le gaz naturel, le CH4, mais au lieu qu'il retourne à l'état gazeux, il est à l'état solide. Donc c'est une technologie qui a la capacité à récupérer les 4 hydrogènes de notre molécule de gaz naturel, qui est quand même une molécule hyper intéressante, pour plein de raisons pratiques ou pratiques, et on se retrouve du coup avec un carbone qui est à l'état solide, ce qui nous arrange, puisqu'on ne veut pas qu'il retourne à l'état gazeux. La question, quand on parle de marché et d'économie, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce carbone solide ? 1 kg d'hydrogène, on se retrouve avec 3 kg de carbone solide. Et donc, quid de cette quantité, de cette monticule de carbone solide? Donc, l'hydrogène turquoise, même input, un bilan environnemental meilleur que le réformage du méthane, mais une question à se poser de qu'est-ce qu'on fait de ce produit. Et on a mis l'accent sur une autre technologie qui, elle, repose sur un système qui est connu, qui est la photosynthèse. C'est de capter directement l'énergie lumineuse et de la convertir directement en molécules d'intérêt. Aujourd'hui, on passe par un panneau photovoltaïque pour fabriquer de l'électricité. On met un panneau photovoltaïque, on fabrique de l'électricité, et ensuite, avec cette électricité, on fait de l'électrolyse de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle communément l'hydrogène vert. Mais on peut aussi passer directement, comme fait la plante, grâce à sa chlorophylle. Elle capte son rayon lumineux et elle transforme le rayon lumineux avec de l'eau et des minéraux. Enfin, elle est capable de transformer ça en molécules d'intérêt pour faire croître la plante. Donc là, on va essayer de reproduire la même chose. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse artificielle. Pourquoi on essaye de reproduire ça et pourquoi on ne laisse pas la nature faire? C'est que la nature, elle est très intéressante, mais le point limitant, c'est son rendement. C'est que ça va doucement. Et le rendement de la photosynthèse, c'est entre 0,5% et 1%. Ça peut monter à 4% avec des plantes très sympathiques comme le miscanthus ou le maïs, qu'on appelle les monocotylédones. Elles poussent vite. Mais globalement, sinon, c'est lent. Donc, ce qu'on essaye de faire avec la photosynthèse artificielle, c'est de reproduire la nature, mais en plus rapide. Et donc là, c'est de fabriquer de l'hydrogène directement avec ce rayon lumineux, sans passer par l'intermédiaire du panneau photovoltaïque. Alors, en conclusion, moi, ce qui me frappe, c'est que, évidemment, on essaye de revenir à la nature, mais avec les contraintes humaines. C'est-à-dire que la nature a ses rythmes, notamment les rythmes de la lenteur. Et nous, étant donné que nous sommes très nombreux, nous avons besoin d'accélérer.
Alors, la question s'est posée à ce moment-là. Évidemment, c'est des solutions. Mais est-ce que des solutions ne vont pas poser de nouveaux problèmes ? C'est ça ce qu'on peut se poser comme question, avec cette sorte de volonté de maîtrise qu'il y a toujours eu. On joue non pas avec le feu, mais on joue avec la vie. Merci Élodie, c'est tout à fait passionnant, vertigineux. Et quand je vois ma vie personnelle, que je n'ai fait que d'économie et que j'ai attendu un âge très avancé pour m'occuper d'agronomie, je pense que, en grande partie, j'ai beau me soigner, mais j'ai raté mon existence. Merci, chère Élodie, de me l'avoir fait remarquer. Bonne journée à vous. Bonne journée.